Bonjour chers abonnés d'Omerta, merci de nous rejoindre pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, liker, partager la vidéo et de vous procurer notre dernier magazine en kiosque consacré à l'enfance de tous les dangers, consacré aux menaces qui pèsent sur nos enfants, les phénomènes sectaires, le wokisme, l'ultraviolence et une éducation nationale déstructurée. C'est dans plus de 5000 kiosques et sur la boutique internet d'Omerta, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Pour ce nouveau grand entretien, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina Medjeber. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, sociologue, essayiste et vous êtes également une spécialiste de la mode. Oui. Et vous avez écrit d'ailleurs votre dernier ouvrage, Le dévoilement français aux lys bleus. Tout à fait. Alors, ma première question, elle découle de votre dernier ouvrage. Vous faites une analyse du voile, de ce vêtement, et donc vous faites une analyse, je dirais, entre la mode et la politique du voile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi avoir choisi ce thème pour le traiter dans un ouvrage ? Alors, j'ai choisi ce thème parce que le vêtement est une carte d'identité sociale. Il l'est peut-être davantage pour une femme comme moi, qui suis d'origine algérienne, qui est grandie dans un quartier et donc née en France, précisément à Montreuil-sur-Seine. Donc je suis une sorte de passerelle qui en fait agrège finalement ce postulat. Je vais expliquer mon propos. Le vêtement a été pour moi un vecteur d'émancipation. Ça a été une courroie de libération de mon être en tant que sujet, voilà, et non pas en tant que substrat de ma communauté d'origine pour exister sur le plan social à travers donc l'école et puis différentes sociabilités ultérieures donc dans la construction de ma vie d'adulte. Je me suis intéressée à cette problématique parce qu'en fait elle est multifactorielle, elle interroge beaucoup sur l'état de la France depuis 40 ans. En réalité, le voilement, dans son historicité, il n'est pas apparu avec l'islam. Au départ, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens qui qui donne cette injonction-là de couvrir le corps des femmes. Et puis, au fur et à mesure des siècles, dans un ordonnancement et des anthropologies où les femmes appartenaient à la génicée, c'est ce qu'on appelle la génicée, c'est-à-dire vraiment la fonction de domesticité et de fécondité, et l'homme appartenant à l'androcée, c'est-à-dire l'extériorité, la tournure vers le monde et donc l'espace public, eh bien, c'est le vêtement qui, au fur et à mesure du temps, a pu personnellement, individuellement et collectivement, pu libérer le corps de la femme. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressée à ce sujet en tant que ce que je suis moi, femme d'origine algérienne ayant grandi dans les quartiers? C'est parce que lorsqu'on regarde l'histoire de France, moi je raisonne en tant que Française, lorsqu'on regarde l'histoire de France, on voit bien que dans l'historicité du vêtement, c'est bien la France, depuis le XVIIIe siècle, particulièrement concernant Marie-Antoinette, qui avait déjà sa ministre de la mode, qui a donc conféré ce qu'on appelle en sociologie un champ social. La mode est devenue un champ social parce que grâce à Rose Bertin, donc cette fameuse ministre de la mode, eh bien Marie-Antoinette a pu décider, et c'est très important, de ses toilettes, ses chapelures, ses chapeaux, ses robes, ses corsets, etc., etc. Et puis au fur et à mesure des siècles, l'individu s'étant sécularisé, on est arrivé à la révolution industrielle, où là, le vêtement est devenu une production économique. Et la France, et c'est pour ça qu'on dit que Paris, par exemple, est la capitale de la mode, mais pas que, hein. Il y a à Nîmes également, le jean, la fameuse toile de Nîmes vient précisément de Nîmes. Mais la mode, elle est née en France parce que c'est la royauté qui l'a, au départ, instaurée. Et puis, au fur et à mesure des siècles, comme je vous le disais,
c'est encore une fois la révolution industrielle, la production économique et les designers français. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'on on fait un bond en arrière et qu'on met une loupe grossissante sur l'histoire, on voit qu'il y a des designers français comme Yves Saint Laurent, comme Gabrielle Chanel, comme Paul Poiret par exemple, qui a aboli le corset. Le corset, c'est symboliquement très fort. Le corset, ça précisément, ça enferme la femme et ça l'assujettit à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire une représentation de la sexualité. Et donc, il y a également Madeleine Vionnet, Jeanne Lanvin, qui ont justement libéré ces dictates vestimentaires pour faire de la femme un sujet à part entière, donc un vecteur d'émancipation sociale vers la citoyenneté. C'est la raison pour laquelle je me suis interrogée d'abord sur ce qu'a été l'histoire de la mode en France depuis le XVIIIe siècle et l'observation que je fais aujourd'hui de ce qu'est le voilement et de l'installation du voilement dans l'espace public qui est de plus en plus proéminente. Il y a des sondages d'ailleurs qui le montrent très bien, qui va de pair malheureusement avec une politique de la ville dont l'État est responsable. Si aujourd'hui les filles dans les quartiers, et on prend un exemple récent, Samara qui a été tabassée à Montpellier, nous sommes en 2024, elle a été tabassée à quel titre? Parce que précisément elle s'habillait à l'européenne. Et c'est cette violence-là, moi, que je dénonce. C'est-à-dire qu'en France, qui est le pays, on va dire, fondateur, pas que, mais l'un d'eux, de la mode, de l'esthétisme, de la liberté par le vêtement, eh bien aujourd'hui, elle n'est plus en mesure de protéger des petites filles parce qu'elles veulent s'habiller à la française. C'est pourquoi je me suis intéressée sur l'anthropologie du vêtement français et l'anthropologie du voilement qui est déjà l'étendard d'une idéologie et surtout le signifiant d'une volonté de se séparer de la communauté nationale. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ce vêtement plusieurs significations, plusieurs choix possibles? Pour certains, ça peut être, vous preniez l'exemple de Samara, ça peut être la volonté de contrôler et d'assujettir les femmes. Tout à fait. Pour certaines femmes aussi, ça peut être le retour, avec peut-être l'âge par exemple, le retour à une spiritualité, et aussi peut-être une forme de protection, puisque bien dans certains quartiers, au contact de certains individus, beaucoup de femmes risquent le harcèlement, les insultes, etc. Et donc font le choix de ce vêtement comme d'une protection. Peut-être aussi certaines sont-elles choquées par certaines valeurs aujourd'hui occidentales très présentes dans les milieux, poussées par les milieux woke, par la gauche, c'est-à-dire les valeurs LGBT, etc. Pour des gens qui sont issus de sociétés traditionnelles, patriarcales, conservatrices, est-ce que ce n'est pas non plus aussi un moyen de se préserver et de se protéger de toutes ces valeurs qu'ils refusent? Alors, il y a votre question, elle amène plusieurs réponses et la réponse, elle est multifactorielle, donc je vais essayer d'ordonner mes éléments de réponse. La première des indications que je peux vous donner, c'est la réponse qui est liée au communautarisme installé, institutionnalisé par les élus locaux depuis 40 ans. Ça, c'est une réalité sociologique qui est incontestable. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression en réalité dans l'histoire de l'immigration d'installation en France. Je parle de l'immigration de mon père, par exemple. Il y a à peu près 3 générations, on parle aujourd'hui de la 4e. C'est-à-dire qu'au départ, les immigrés qui arrivaient dans les quartiers ont été évidemment parqués
Ils se sont installés et ont assuré leur descendance. Les élus en charge de cette nouvelle diaspora installée sur le territoire a parfaitement compris, et à l'aide également des pays étrangers, je pense notamment à l'Algérie, qui avec son ministère de l'intégration a réussi, grâce à l'amicale des Algériens justement, à canaliser cette diaspora qui pouvait et qui même devait s'assimiler pour les empêcher. Donc ça a été un des premiers leviers, un des premiers soubassements. Le communautarisme qui s'installe par la voie du clientélisme. Le clientélisme, c'est quoi? C'est les imams, les grands frères, qui est une sorte de délégation de service public officieuse par laquelle les pouvoirs politiques en place ont précisément délégué à ces grands frères le rôle d'assurer et de garantir la paix sociale dans les quartiers. Et à cela s'ajoutent les associations que pourvoient les municipalités ou autres collectivités qui financent précisément l'islamisme dans les quartiers. Vous avez pléthore d'exemples là-dessus. Je vous en donne un par exemple, un ouvrage qui a été écrit par Ève Sfetzel au sujet de Jean-Christophe Lagarde qui s'appelle « Le gang des barbares ». Donc il faut bien comprendre cette huile-là qui est dans cette machine-là, caïda, association, élus, pour objectif de la rente électorale. C'est comme ça que cela fonctionne et c'est comme ça que ça a fonctionné depuis à peu près, moi j'ai 42 ans, ça fonctionne comme ça depuis que j'ai l'âge de découvrir à peu près la politique locale, c'est-à-dire au moins 20 ans. Donc ça, c'est la première des choses. Le communautarisme qui s'installe, qui enclave et qui cadenasse les populations d'origine immigrée. Ça, c'est le premier soubassement. Le deuxième soubassement, c'est l'anthropologie de la culture arabo-musulmane. Ce n'est pas moi qui le dis, il y a énormément de psychologues, je pense à mon ami Sona Zadig qui en parle même mieux que moi. Ibn Khaldoun, qui est un des premiers historiens, un des premiers sociologues finalement du monde arabo-musulman, le dit. Le monde arabo-musulman est un monde clanique. Ce monde clanique, il répond à une logique. C'est-à-dire que vous êtes dans l'endogroupe, donc vous faites partie du clan. Dans le clan, le jeu n'existe pas. Votre individualité, c'est un substrat à la communauté. Il n'y a pas de jeu avec un J majuscule et il n'y a pas de jeu avec un J minuscule. Vous êtes le substrat de la communauté. Il n'y a pas d'individuation. Donc, vous devez respecter les codes du clan. Et ces codes du clan, ils sont l'honneur, la réputation et la discrétion. Voilà, c'est ça. Et les premières qui souffrent de cette anthropologie, qui veulent s'extraire de l'endogroupe pour arriver vers l'exogroupe, c'est-à-dire la France dans son entièreté, à travers son identité, ses valeurs et la promesse d'une égalité républicaine, d'une liberté individuelle et d'une fraternité universelle, eh bien, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont condamnées au nom du conflit de loyauté. C'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre pour essayer d'analyser la raison pour laquelle ces jeunes femmes ne peuvent pas sortir du clan. C'est ce qui s'est passé avec Samara. Je reviens sur un exemple récent qui a été médiatique, ce sur quoi on ne pourra pas m'attaquer, voilà, en tout cas. Donc ça, c'est le premier des soubassements. Le communautarisme institutionnalisé par les élus locaux, l'anthropologie clanique qui va de pair, et la deuxième réponse, c'est évidemment la protection de ces jeunes femmes contre le KGB islamique, qui est une vraie police des mœurs. Et comme ce que vous appelez, vous, le patriarcat, qui est en réalité un matriarcat, il faut bien comprendre que ce sont les femmes qui élèvent les hommes. Et moi, je vais même aller plus loin, j'appelle ça un matriarcat sacrificiel. C'est une anthropologie, encore une fois, que a très bien étudiée Germaine Tillon, par exemple, dans son ouvrage « Le harem et les cousins ». C'est une anthropologie qu'a très bien étudiée Camille Lacoste du Jardin, qui s'est penchée sur le sort de ces jeunes filles maghrébines qui sont complètement silenciées, invisibilisées, en décrivant parfaitement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un ordonnancement des sexes. Il y a l'agénicée et il y a l'androcée. Et c'est la femme qui élève l'homme, c'est la femme qui l'éduque. Et finalement, c'est la femme qui devient la meilleure courroie de transmission du patriarcat, puisque c'est elle
qui le fabrique. Et elle le fabrique pourquoi et comment? Par l'éducation. La jeune fille, elle doit être discrète, elle doit être pudique, elle doit être vierge. Le garçon, lui, il est sacralisé, il est hyper affectivisé, ce qui est une violence extrême d'ailleurs pour le garçon parce que finalement, il est livré à lui-même, la mère est incapable de lui intérioriser des interdits structurants. C'est ce qui donne d'ailleurs tous les phénomènes délinquentiels que l'on observe. Hein. La plupart des faits qui sont commis par des garçons. Voilà, donc c'est aussi une réalité sociologique et anthropologique à considérer. Et donc c'est une manière pour elle de se protéger parce que l'ordre social, la perpétuation de la Oumma, c'est-à-dire de la communauté, se fait par la garantie de la chasteté. Et la chasteté amène la moralité sociale. Et la moralité sociale, elle se conforte dans le vêtement. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de filles, de jeunes femmes dans les quartiers qui se voilent parce que c'est pour elles une façon d'assurer l'endogamie, d'assurer la structure de la parenté par le mariage endogamique. Et le mariage endogamique, il se fait sur le critère de ce choix-là. Le choix de la pudeur, le choix de la virginité et le choix de la discrétion. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes femmes se battent. Non pas qu'elles le veuillent, c'est parce qu'elles savent très bien que si elles veulent pouvoir se marier en toute, entre guillemets, tranquillité sociale, eh bien il vaut mieux se voiler dans les quartiers plutôt que d'essayer de se libérer de ce carcan, parce que dans les quartiers, c'est la police des mœurs qui fait la loi. Ce n'est pas Gérald Darmanin, ce n'est pas Éric Dupond-Moretti, c'est le caïda qui fait la loi. Donc pour essayer de s'en sortir, pour essayer de s'émanciper, elles n'ont pas le choix malheureusement que de répondre à ces injonctions-là, des injonctions qui sont celles du mariage endogamique. Et si elles essayent, malheureusement, elles sont souillées, elles sont insultées de pute. Et à partir du moment, et je suis désolée d'être vulgaire parce que c'est la réalité, à partir du moment où vous avez cette réputation, vous êtes mise en danger. Souvenez-vous de l'affaire Shaina. Lord aussi a écrit un excellent ouvrage sur justement l'enquête sur la réputation des filles faciles. À partir du moment où vous êtes une fille facile dans un quartier, vous êtes mise en danger. Alors, et je voudrais, excusez-moi, terminer sur ce que vous aviez indiqué à très juste titre, qui est effectivement l'hypersexualisation du corps des jeunes filles. Ça, c'est évidemment une réalité. Et dans cette déliquescence-là, anthropologique de nos sociétés occidentales, où les adultes sont infantilisés, où les enfants sont adultifiés, où on est capable de renégocier finalement sa propre identité sexuelle avec ce que vous appelez évidemment le wokisme et cette logique LGBTQI+, l'islam a trouvé un très très bon terreau. Parce que l'islam offre des repères structurants, des repères verticaux. Alors il y a la parole divine qui est évidemment incontestable, et puis après il y a la famille, c'est-à-dire le père, la mère, et une sexualité qui ne peut pas être débridée, puisqu'elle répond à des codes. Je vous donne un chiffre. Jérôme Fourquet, dans son ouvrage L'archipel français qui date de 2019, parle de ce tabou-là de la virginité. Chez les catholiques, il est présent à 23%. Chez les musulmans, il est présent à 69%. Donc c'est évidemment une réponse qui est apportée à ces jeunes femmes en perdition dans une société complètement en déliquescence, complètement décadente sur le plan des mœurs, sous la pornographie. Vous avez fait un superbe édito là-dessus, prend des proportions énormes. Le jeune gamin qui a violé cette jeune fille juive, on apprend dans la presse, par exemple, à 13 ans, qu'il est accro au porno. Mais pourquoi il est accro au porno? Parce que d'une part, il y a une hypersexualisation de cette jeunesse à travers les sites pornographiques auxquels ils ont accès très rapidement, très facilement, sans aucun contrôle. Et d'autre part, il y a une prédation qui est liée justement à cette sexualité qui répond à cette anthropologie, qui est extrêmement tabouisée, qui du coup en devient obsédante et qui du coup en devient violente par le passage à l'acte du viol. Alors vous parliez de matriarcat en disant que les mères élevaient les filles et surtout les fils, mais vous n'avez pas parlé de, je m'arrête un instant, vous n'avez pas parlé de l'autorité du père. Alors pourquoi? C'est parce qu'elle est absente ou parce qu'elle est défaillante? Elle est les deux. Elle est les deux. Il y a eu un cheminement. Tout ça a évolué avec la société française.
au départ, le père, qui était ouvrier pour la plupart, avait une vraie respectabilité dans le quartier. Pourquoi? Parce que il avait une fonction et une utilité économique, et donc une respectabilité sociale. Il était très respecté. De fait, bien évidemment, la descendance est assurée. À partir des années 90, c'est le fameux tournant des grands frères. Eh bien, les grands frères qui ont été éduqués sur ce mode-là, très strict, où le père n'apparaissait pas, puisque le père ne se mêle pas de l'éducation. Le père, c'est l'extériorité. Le père, c'est le pourvoyeur financier. Le père, c'est celui qui assure la matrice sécurisante et financière du foyer. Donc, il était très peu présent. Et les enfants qui sont nés dans les années 80, qui ensuite ont eu des enfants 10, 15 ans ou 20 ans, pardon, plutôt 15-20 ans plus tard, eh bien, se sont heurtés aussi à tout ce qui a conduit, malheureusement, à la politique de l'enfant roi en France, parce que les figures d'autorité, depuis mai 68, ont été complètement disqualifiées. Si on prend une psychologue, par exemple, comme Françoise Dolto, qui vous explique que l'éducation de l'enfant, elle est endogène, elle est autodéterminée, eh bien, vous faites rencontrer cette philosophie, cette conception philosophique de la citoyenneté avec une anthropologie où le garçon, lui, est l'enfant roi. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'effectivement, eh bien, on aboutisse et qu'on assiste à autant de violence de la part de ces jeunes garçons. C'est évidemment lié. Concernant le voile, vous diriez que vous êtes en opposition radicale avec ce vêtement, ou vous faites un distinguo et vous comprenez que finalement il peut y avoir un port qui ressemble au port qu'on peut retrouver dans certains pays du Maghreb ou au Moyen-Orient, au Liban, qui est, je dirais, plus peut-être aussi d'ailleurs, ça on l'a vu en Tchétchénie, on a vu ce phénomène-là avec les jeunes filles tchétchènes, les femmes tchétchènes. Ça peut être aussi un élément de mode à part entière et qui est porté parce que ça apporte peut-être de l'élégance, une certaine féminité, etc. Alors, je vais être un peu radicale. Le voile, ce n'est pas la coquetterie. Le voile, c'est un étendard. Le voile, c'est un enfermement. Le voile, c'est la signature d'un package identitaire, islamiste. Le voile, ça n'est certainement pas ni la liberté, ni la joie, ni l'émancipation comme on a pu le retrouver lors d'une campagne du Conseil de l'Europe où on voyait une jeune femme à moitié voilée, à moitié dévoilée. Non, la coquetterie, ça n'est pas encore une fois l'enfermement, ça n'est pas encore une fois la soumission, ça n'est pas encore une fois l'étendard du séparatisme, ça n'est certainement pas encore une fois le symbole de la liberté. Donc moi, j'ai une aversion pour le voile. Je ne le considère pas comme radical, mais j'ai une aversion pour le voile parce que je connais le prix à payer de la liberté de pouvoir se vêtir comme on l'entend. Et vous parliez des pays du Maghreb. En Algérie, par exemple, avant que le Front islamique du salut prenne le pouvoir, les jeunes femmes, elles étaient en bikini sur la plage. C'était la même chose sous la Tunisie de Bourguiba. Ça a été la même chose au Maroc, même si on a tenté, parce que le Maroc, c'est encore différent. Le roi du Maroc, c'est le commandeur des croyants. Donc c'est une sociologie, une sociopolitique différente d'autres pays du Maghreb. Mais à partir du moment où l'islamisme s'installe, eh bien ce sont les femmes qui sont les premières à être vaincues par ce totalitarisme. Quand Khomeini est arrivé au pouvoir en 1979, qu'a-t-il fait en premier? Voiler les femmes. Il faut les silencier, il faut les invisibiliser, il faut leur enlever le droit à l'existence, ne serait-ce que l'existence. On existe comment? On existe de façon charnelle parce que nous sommes personnifiés, mais nous existons également par les sociabilités que nous créons, par l'altérité, par l'ouverture, encore une fois, au monde. Et le monde, c'est quoi? C'est l'autre. Et comme le je n'existe pas en tant qu'individu, il existe de facto dans le regard de l'autre. Et pour exister et pour être honorifié, auréolé d'honneur par le regard de l'autre, eh bien, il faut se voiler parce que c'est comme ça qu'on obtient sa respectabilité. Est-ce que, quand on parle en France en ce moment, puis depuis plusieurs années, dans ce qu'on appelle le débat public ou dans le débat politique, de l'islam, de l'immigration, est-ce que il n'y a pas on considère souvent que c'est un bloc monolithique
que tous les musulmans sont les mêmes, que tous les immigrés sont les mêmes. Est-ce que c'est repris à la fois par l'extrême gauche et aussi par une droite plus radicale? Est-ce que cette vision monolithique des choses n'est pas une erreur ou une faute qui conduit à une mauvaise appréhension des choses, une certaine malhonnêteté et aussi à un diagnostic, à des solutions qui ne sont pas les bons? Absolument, vous avez tout à fait raison. Alors aujourd'hui, vous avez cette idéologie-là du wokisme qui fait de la lutte sociale, la lutte contre des petites identités émiettées sur fond d'assignation identitaire. Donc effectivement, pour les islamo-gauchistes et la France insoumise, alors évidemment, elle s'en enorgueillit, les musulmans sont un bloc monolithique, il ne peut pas y avoir de nuances en termes d'intégration culturelle. Tous les musulmans sont forcément des islamistes. C'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon a très bien réussi son OPA sur les banlieues, qui sont, je l'ai rappelé tout à l'heure, extrêmement cadenassées par l'islamisme, parce qu'il a compris qu'en agitant les variabilités de l'islam telles que le CCIF, auprès duquel il a défilé il y a quelques années, que ce soit l'abaya. Je rappelle qu'ils ont manifesté quand même contre l'interdiction du port de l'abaya des jeunes filles au sein de la République française. Donc vous voyez quand même le délitement de la société française aujourd'hui en 2024. Et aujourd'hui, c'est le conflit israélo-palestinien où si vous êtes un musulman, eh bien vous êtes forcément antisémite et vous êtes forcément du côté de Gaza. Donc ça, c'est pour le côté, si vous voulez, pour le volet islamo-gauchiste qui, encore une fois, vous assigne à identité religieuse ou à communauté religieuse, ce qui est profondément raciste d'ailleurs, puisque cette condescendance-là, paternaliste, qui vous réduit à votre signifiant de musulman et qui ne vous considère pas comme un jeu, encore une fois, j'insiste là-dessus, donc un citoyen à part entière, c'est extrêmement raciste. Et on retrouve les mêmes thèses clivantes chez certains de l'extrême droite qui vous rappellent qu'en tant que Français issus de l'immigration, eh bien, vous n'êtes qu'un seul Français issu de l'immigration et que vous n'avez pas le droit de vous intégrer culturellement à ce pays. Vous n'avez pas le droit de vous assimiler à ce pays parce que, par exemple, vous portez le mauvais prénom. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ce n'est pas exactement revenir à ces thèses-là, qui sont des thèses, en tout cas des thèses qui répondent à une lecture ethno-raciale de la société. La race, on a mis 20 ans à la supprimer du débat législatif. C'est Lévi-Strauss qui nous rappelait ça il y a 60 ans. Il n'y a pas de race. Il y a une seule race, c'est celle de la dignité humaine. Donc cette lecture-là, ethno-raciale, qu'est-ce qu'elle vise finalement? À réduire l'individu en termes de race, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas citoyen au nom de ce qu'on adore appeler les valeurs de la République. C'est-à-dire que son ethnicité, sa religiosité, elle passe au-delà de la contingence citoyenne et donc au-delà de la citoyenneté. La citoyenneté qui, encore une fois, a arasé précisément ni et la race et la religion. Nous vivons dans une république laïque, démocratique, sociale et indivisible. Indivisible. Et quand on parle aujourd'hui, quand on met en exergue que ce soit les islamistes avec leurs imams ou et la France insoumise notamment, qui les exaltent en espérant être représentants d'une communauté, il faut leur rappeler que les minorités, il n'y a pas de logique classificatoire des minorités en France. Il n'y a pas de représentativité non plus des communautés en France. La France est une république indivisible. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui vous font comprendre que parce que vous ne portez pas le bon nom, eh bien vous n'aurez aucune chance d'être un Français à part entière. Eh bien moi, j'ai envie de répondre à ces personnes que je m'appelle Sabrina Medjeber, je suis d'origine algérienne, je suis patriote, je suis française, je défends mon pays et je fais tout pour préserver son identité qui me tient tant à cœur. Pourquoi? Parce que c'est la France qui m'a permise de devenir celle que je suis aujourd'hui et de vous parler librement devant un homme. Voilà. Ce que vous dites, c'est que le courant wokiste ou les partis d'extrême gauche refont un petit peu ce que SOS Racisme et Touche pas à mon pote ont fait dans les années 80-90. Absolument, absolument. Effectivement, l'idéologie... Enfin, Jean-Luc Mélenchon, en réalité, n'a rien inventé. Il a simplement soufflé sur les braises de ce communautarisme qui, comme je vous le rappelais précédemment, est installé en France depuis de nombreuses années.
Et effectivement, l'idéologie des SOS Racisme, qui était une idéologie au départ noble, hein, lutter contre les discriminations, c'est évidemment très important, mais prendre en otage, faire une OPA sur les Français issus de l'immigration en les considérant finalement comme des petites victimes, vous voyez, c'est très infantilisant. Ça veut dire que parce que tu es d'origine maghrébine, eh bien tu es de facto, intrinsèquement, de façon inhérente, une victime, un opprimé qui vit l'injustice sociale de la société française, de la nation française, qui vous a colonisé, qui vous a terrorisé, etc., en faisant fi, par exemple, de ce qu'a été la traite arabo-musulmane, qui est tout aussi condamnable. Il y a un ouvrage de Tidjaya Ndiaye qui l'explique très bien, ça, dans le génocide voilé, ce qu'a été la traite arabo-musulmane. Mais il ne faut pas, si vous voulez, il ne faut pas en parler. Pas d'amalgame, surtout, comme disait François Hollande, il ne faut pas en parler, il faut invisibiliser tout ça parce que ça n'est pas notre problème, il faut les laisser entre eux, vous voyez. Cette façon-là, ces injonctions-là d'infantiliser les Français issus de l'immigration, c'est éminemment mais raciste parce qu'on les renvoie à leur origine, mais c'est les considérer finalement comme des sous-citoyens, comme les considérer presque comme des enfants, comme des handicapés. Vous voyez, il faut les laisser, ils sont entre eux, on va laisser se débrouiller et puis on sera là pour s'enorgueillir d'être les porte-parole d'une lutte voilà, antiraciste sur fond, encore une fois, d'assignation identitaire. C'est la même logique. Vous retournez parfois en Algérie? Non. Est-ce que vous comprenez que quand on est petit-fils d'immigrés ou arrière-petit-fils d'immigrés, on est dans une France où les repères ne sont plus très clairs, ou alors on donne des contre-modèles, c'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure des LGBT, des woke, etc. Vous n'arrivez pas à respecter l'autorité de l'État, les valeurs promues par la société. Est-ce que vous comprenez qu'il y ait une recherche aussi un peu identitaire des origines pour certains, où on a envie on a envie de retrouver, où on se raccroche au pays de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. Et si c'est un frein, comment finalement faire le choix à 100% de la France et arriver à couper le lien? Alors, c'est une question qui nécessite plusieurs réponses, à mon sens, puisqu'on parlait tout à l'heure de la déliquescence des normes sociales et anthropologiques de la France, mais pas que, hein, c'est de l'Occident en général, et de cette quête finalement de repères. Pourquoi il y a, par exemple, une conversion énorme, et c'est mon amie psychologue Sonia Zadi qui va écrire un livre là-dessus sur les convertis et les apostats, c'est parce que la religion musulmane, c'est la religion des frères. C'est d'abord et avant tout un fratriarcat. Dans le narratif, lorsque vous discutez avec eux, c'est précisément parce que ils sentent que dans nos sociétés aujourd'hui, complètement bousculées par toutes ces idéologies qui font le lit de tous les extrêmes d'ailleurs, eh bien, il y a une absence très forte et d'appartenance, et d'identité, et de repères. Et la religion musulmane offre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, précisément ces postulats. Donc j'arrive à comprendre effectivement que l'on puisse opérer finalement un repli sur soi, parce que dans une société où la parole n'a plus de sens, où le langage n'existe plus, et quand bien même il existe, il est inéluctablement binaire et manichéen. Il suffit de voir aujourd'hui ce qui se passe au sein des hémicycles politiques pour comprendre que l'affaissement du langage, ce qui est d'ailleurs une pauvreté intellectuelle sans nom, et en plus une baisse des défenses immunitaires, parce que plus vous êtes cultivé, plus vous avez de mots, plus vous êtes armé dans la vie, eh bien, fait partie malheureusement de ces pertes-là qui amènent une reconduction de l'individu vers un groupe. Parce que l'individu est intrinsèquement fait pour appartenir et pour se sentir appartenir. Donc ce repli sur soi identitaire, il est de facto lié à la perte de repères, à la déstructuration, à la déliquescence, encore une fois, des sociétés. Donc bien sûr que je le comprends. Et lorsqu'on parlait du voile tout à l'heure, et que vous m'avez posé la question, moi je vous le dis en tant que sujet, en tant que je n'aime pas le voile. Mais ce n'est pas une raison
pour laquelle demain j'interdirai le voile, puisque je respecte encore une fois la liberté de chacun. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on vienne m'imposer cette idéologie au nom, justement, d'une réponse anthropologique à donner et à imposer, qui est celle d'un clan, où moi je me retrouverai encore une fois un substrat de ce clan, alors que j'ai tout fait dans ma vie pour m'en sortir. Mais comme le débat aujourd'hui est binaire, manichéen, où, encore une fois, c'est ce qu'expliquait cette très grande linguiste Jana Ginsburg dans son livre « Discours sur la propagande et les discours contemporains sur la propagande », elle explique très bien que la destruction du discours, c'est la destruction du sujet. Et si on en arrive aujourd'hui à autant à la fois de heurts entre un repli sur soi très fort, identitairement très fort, et en même temps un individualisme exalté, c'est parce qu'entre les deux, il n'y a plus de parole, il n'y a plus de langage, il n'y a plus de communication. Et quand on parle des réseaux sociaux, etc., mais les réseaux sociaux ne sont que des amplificateurs, ce ne sont pas des facteurs générateurs, il y a des soubassements anthropologiques à comprendre en réalité. On a sorti chez Omerta un documentaire sur la pédocriminalité et puis la prostitution des mineurs. Oui. Vous qui vous intéressez à la condition de la femme, Oui. c'est un sujet qui traite d'ailleurs, qui concerne d'ailleurs certaines filles des beaux quartiers et aussi certaines filles de cité. Cette utilisation mercantile, cette manipulation de jeunes mineurs, de jeunes adolescentes qui vendent des contenus photographiques, des contenus vidéo, et qui parfois les amènent à la prostitution concrète et physique. C'est un phénomène qui vous inquiète ? Oui, c'est un phénomène qui est inquiétant. Alors moi, je ne suis pas parent, mais j'imagine que si j'avais une fille aujourd'hui, je serais très inquiète. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a une pornographie qui débride toutes les pulsionalités les plus prédatrices, qui est une forme d'éducation sexuelle tabouisée, puisque ça se fait entre un smartphone et un adolescent. Et en même temps, si vous voulez, une idéologie aussi libérale qui fait de l'être un être de consommation, qui doit, dans l'immédiateté, tout posséder. C'est-à-dire que, comme on en parlait précédemment, il n'y a plus du tout ni de sacralité, ni de spiritualité, ni de transcendance dans nos sociétés. Il n'y a plus donc de référentiel auquel on peut se conformer. Eh bien, l'idéologie néolibérale de la consommation, de l'hyperconsumérisme, a pris le pas sur l'éducation de cette jeunesse. Les parents étant pour la plupart défaillants parce qu'eux-mêmes sont adolescents, et ça c'est un très grand psychiatre social qui l'explique très bien, Tony Anatrella, sur l'adolescence. Donc on se retrouve finalement avec des parents qui n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, à leur, encore une fois, faire intérioriser des structurants, le smartphone étant un supplétif finalement de la famille, de l'éducation, de l'instruction. Eh bien, on se retrouve avec des adolescents livrés à eux-mêmes qui eh bien, répondent à des besoins de l'homme moderne, c'est-à-dire la consommation. Alors, ça se retrouve dans les beaux quartiers, comme ça se retrouve dans les caves, tout dépend du contexte sociologique. Mais alors, il y a, je pense, aussi des variabilités à apporter selon les problématiques. J'imagine que certaines iront se prostituer pour un sac Louis Vuitton. J'ai eu quelques échos de sources policières qui m'ont indiqué ce qui se passait dans les caves de certains quartiers qu'on appelle hors contrôle. Mais j'imagine que ça doit être exactement les mêmes motivations chez les petites bourgeoises du 16e ou du 7e arrondissement ou du 8e arrondissement de Paris, c'est-à-dire l'idéologie libérale de « je veux mon sac de consommation parce que je veux être, grâce aux réseaux sociaux, un avatar identitaire auquel on va se référer parce que je vais pouvoir poster des photos sur Instagram et du coup agréger un nombre de followers qui vont me suivre parce que je deviens une représentation culturelle en arborant telle et telle marque. C'est malheureusement le mauvais, si vous voulez, le mauvais clivage des réseaux sociaux, c'est-à-dire l'applaudimètre existentiel qui est ravageur. Alors, le diagnostic que vous posez, c'est finalement
deux choix de plus en plus offerts aux jeunes filles et aussi aux jeunes garçons parfois. Celui de la radicalité, spirituelle, de la radicalité par le vêtement, par les attitudes, par les propos, etc. Et puis une autre forme de radicalité, c'est celle que vous venez de décrire, celle de la société de consommation, où il faut consommer, on l'a vu dans l'enquête, des jeunes filles de 13-14 ans veulent consommer comme de jeunes femmes de 24-25 ans, veulent disposer du même pouvoir d'achat, et donc elles sont conduites à la prostitution, elles se livrent, elles se laissent piéger et manipuler parfois. Dans ce constat que vous dressez, on a l'impression que les gens normaux n'existent pas. Alors, est-ce qu'il reste quand même une voie pour d'équilibre, en fait, c'est-à-dire de conciliation, de réconciliation entre tradition et modernité, et qui préserve de l'un et de l'autre, des deux formes de radicalité, et comment finalement faire passer le message aux jeunes générations et aussi aux parents, parce que peut-être qu'aussi le problème, c'est Oui. vous parliez tout à l'heure de l'absence de père, d'omniprésence de la mère. Il y a encore plein d'autres choses, à dire. Est-ce qu'on peut encore faire passer un message d'équilibre et comment? Je pense qu'on peut faire passer un message d'équilibre par deux voies. C'est-à-dire que, et en même temps, il y en a une qui est très très compliquée, très complexe, malheureusement, à remodeler, c'est-à-dire la famille. La famille a été complètement atomisée depuis mai 68, avec son idéologie de jouir sans entrave, où il est interdit d'interdire. D'ailleurs, on remarque qu'on part du postulat de mai 68, il est interdit d'interdire, au devoir d'en pâtir dans les écoles. Donc vous voyez le grand écart en termes de normes anthropologiques et de postulats. Donc la famille qui a été complètement atomisée avec la disparition du père dans les, si vous voulez, même les procédures de divorce, dans l'institutionnalisation ou même la désinstitutionnalisation, du patriarcat, parce que le patriarcat, en réalité, c'est simplement aujourd'hui une chimère de ces néo-féministes qui n'ont que pour objectif la destruction de l'homme blanc hétéronormé, hétéropatriarche de plus de 50 ans, mais celui, par exemple, qui est issu du patriarcat islamique qui bat sa femme, encore une fois, celui-là, elles veulent pas en entendre parce que ça les arrange, et puis surtout pas d'amalgame, il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas essentialiser, ce qui est évidemment une insulte à toutes les femmes qui subissent ces violences-là. Donc la famille est une donnée fondamentale qu'il va falloir, je pense, essayer de recomposer au sein de la société, puisque c'est la cellule souche du social, la famille. Donc ça, c'est la première étape, je pense, à essayer de construire ou reconstruire. Et puis la deuxième, c'est évidemment l'État. C'est le régalien. C'est la justice, c'est le ministère de l'Intérieur, et c'est également le ministère de l'Éducation nationale, puisqu'encore une fois, l'école, elle n'a pas pour but d'infiltrer des idéologies. L'école, elle n'a pas pour objectif de pouvoir modeler les enfants selon leur sexualité ou leurs croyances religieuses. Si le voile a été interdit à l'école, ce n'est pas pour rien. Et ce que je vois là, ce qui se passe depuis plusieurs années sur ces cours d'initiation à la sexualité, c'est Sophie Odigier qui en parle très bien, qui est présidente de SOS Éducation, c'est extrêmement effrayant. C'est-à-dire qu'on pense que l'enfant, encore une fois, j'en reviens à ce postulat-là, eh bien, il a le droit à l'autodétermination de son éducation. Eh bien non, le rôle de l'école, c'est l'appréciatif sur la base de résultats qui passe par le biais de l'instruction et pas de l'éducation. L'éducation, elle est du ressort de la famille. C'est à la famille de pouvoir, encore une fois, éduquer, émanciper ses enfants à travers l'enfance, l'adolescence et l'adultité. Et c'est ça, en fait, c'est là-dessus qu'il va falloir essayer de travailler. Mais dans une société qui est complètement adolescente, où la verticalité n'existe plus, où les relations sociales, familiales sont complètement horizontales, ça va être très très compliqué. Il va falloir un grand bouleversement, je pense, en France pour reconstruire une famille, une verticalité et donc un respect de l'individualité, de la singularité et de la capacité à exister
en tant que Français et fier d'appartenir à une communauté nationale. Ouais. Vous n'avez pas prononcé le mot de spiritualité autour des valeurs, la reconstruction de la famille. Est-ce que la spiritualité est une chose qui vous paraît, un élément qui vous paraît important, voire fondamental dans la structuration, notamment des enfants, pour les aider notamment à éviter de tomber dans l'une ou l'autre forme de radicalité, cette consommation à outrance, ou alors le fanatisme religieux? Alors, la spiritualité, elle a un rôle primordial, vraiment, pour l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle lui permet de concevoir un imaginaire. L'imaginaire est fondamental pour l'enfant parce que c'est ce qui lui permet de pouvoir se projeter dans un figuratif d'existence. Donc évidemment que la spiritualité est très importante, sauf que, comme le rappelle Guillaume Erner, un grand sociologue, dans son ouvrage « La souveraineté du people », il explique très bien qu'aujourd'hui, l'image a remplacé l'imaginaire. Et malheureusement, la spiritualité qui est offerte, enfin qui n'existe pas en réalité, mais ce qu'on offre comme figuratif, comme référentiel aux enfants, ce sont les images, et les images, elles sont véhiculées par les réseaux sociaux. Donc je pense que déjà les réseaux sociaux, qui ont un caractère extrêmement pathogène et addictogène, devraient être déjà réellement révisés au sein des familles. Et là, pour le coup, si l'État, qui est un État thérapeutique et qui a vocation à pouvoir s'introduire dans les vies familiales, s'il pouvait déjà sanctionner la vente de smartphones à des enfants, ce serait une très bonne chose. Comme ça, les parents n'auraient pas cette possibilité de déspiritualiser l'enfant par le biais de l'image qui est celle des réseaux sociaux ou qui se véhicule à travers les réseaux sociaux. Ouais. Sabrina Medjewer, merci pour cet entretien prie, passionnant. Chers auditeurs, je vous rappelle de vous procurer en urgence son livre « Le dévoilement français » aux éditions du Lys Bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de partager cet entretien et je vous dis à très bientôt.